Nico Légas, Maud Koffler. Les résultats des municipales nous donnent-ils une certaine idée de la France de 2027, de son électorat et de la composition des équipes qui s'aligneront sur la ligne de départ à la présidentielle? On en parle avec Guilain Benessa, avocat et auteur de Nos vrais maîtres, paru aux éditions de l'Artilleur. Bonjour. Bonjour. Bonjour Guilain Benessa, merci d'être avec nous sur Sud Radio aujourd'hui. Je vais faire appel un petit peu à votre marc de café avec votre boule alors on dit pas voyeuse, on dit voyante, n'est-ce pas? Sans revenir sur mon échange avec mon confrère Adrien Matou, donnez-moi juste votre humeur sur ce deuxième tour. Mais ensuite, il faudra qu'on fasse de la politique fiction. Mais j'ai quand même envie que vous me disiez, voilà, est-ce que quelque chose s'est passé? Alors je vais vous dire, rien du tout. C'est-à-dire que, à part l'illisibilité de l'ensemble et des confirmations, honnêtement, je pense qu'il faut, là, je suis pas le genre à dire ça, mais il faut raison garder sur les résultats, parce que je pense que ce second tour a surtout confirmé la tripartition, confirmé des zones où le RN est très implanté, et je vois juste une chose, Perico, si vous me permettez, une chose qui me paraît importante. Je vous le demande, je vous permets pas, je vous le demande. Non, mais une chose qui me paraît très importante quand même, c'est que sur les très grandes villes, alors Lyon et Paris, les écologistes qu'on annonce perdants partout ont une implantation quand même très visible et très importante dans les grandes villes, ce qui veut dire qu'il faut distinguer, à mon avis, par échelon de densité de population. Dans les villes comme Paris, les écolos sont là et bien là, et je pense que le raz-de-marée de 2020 ou 2021 n'était pas un feu de paille, et par contre, plus on baisse, plus ça tombe, plus ça résiste, et plus on retrouve de la droite, voire du RN, lorsqu'on s'éloigne des villes. À mon avis, ça me paraît un élément fondamental. Guilain Benessa, nous sommes d'accord, il y a un socle écologiste en France, on le sait, mais comme le reste de l'électorat en 2020, pour des raisons de santé, n'était pas allé voter, leur score a été multiplié par l'absence des autres. Et aujourd'hui, on est revenu à un étiage tout à fait normal. Pour autant, la consigne de vote du Parti Socialiste, faites que je fais pas ce que je dis, pas d'accord national, mais par contre, localement, vous pouvez accorder la solidarité, le soutien de la France Insoumise. Les électeurs de gauche, ça c'est un signe politique. Les électeurs de gauche ont dit non, on n'y va pas, on n'en veut pas. Les électeurs de gauche ont dit non, je suis d'accord, mais je reste circonspect quant au fait que ce ne soit pas autre chose qu'un coup d'épée, qu'un coup d'épée dans le haut, en tout cas qu'une défaite ou qu'une semi-défaite temporaire. Pour une raison simple, c'est que, qu'on le veuille ou non, les alliances qui ont été fabriquées et faites un peu, alors les alliances, les fusions techniques, les alliances, etc., je pense qu'elles sont quand même le fruit d'un travail de fond et d'un travail de sape effectué par LFI depuis quelques années, alors qu'aujourd'hui, finalement, le PS est perdu grâce à ces alliances ou à cause des alliances réalisées avec le LFI, ne dit pas grand-chose de ce que le PS fera avec LFI en prévision des présidentielles. Je pense honnêtement qu'il y a encore une résistance locale. Je pense que certaines personnes ont été échaudées par la position d'LFI dans certains endroits et par les positions d'ailleurs nationales. Je pense à David Guiraud, à certaines de ses phrases, à Jean-Luc Mélenchon, mais n'oublions pas qu'au second tour des municipales hier, il y avait des candidats un peu sympathiques, j'allais dire, des candidats d'hiver droite, des candidats modérés, qui faisaient office de bouée de sauvetage pour le second tour, alors qu'à la présidentielle, ce sera clairement un choix pour l'un ou pour l'autre, a priori au second tour. Il n'y aura pas ces bouées de sauvetage modérées qui permettent de tempérer les alliances. Je pense que c'est, vous savez, je pense que le scrutin des municipales, grâce justement à cet embrouillamini, propose des configurations et des situations qui sont beaucoup plus des bouées de sauvetage, des rattrapages potentiels que la grande cuisine qui va commencer à la présidentielle avec un premier tour où ils sont 20 ou 15 et un second tour où il y en a 2. Vous voyez, ça permet des zones tampons lors des municipales. Tout à fait. Dernier point sur ce décryptage, les deux grands succès de la France Insoumise, Roubaix, Saint-Denis et puis ensuite Creil, est-ce que peut-être qu'une partie du vote, il y a eu un vote communautaire, c'est-à-dire que les Français issus d'immigration ont été séduits par le discours de Mélenchon et se sont mobilisés à cette occasion, en partie. Exactement. Alors là, c'est le travail de Jean-Luc Mélenchon depuis quelques années. Je pense que là-dessus, on peut pas dire le contraire. Les seules, entre guillemets, vraies victoires de la France Insoumise auront été des victoires dans des endroits qui sont électoralement travaillés en ce sens. Vous savez, je pense que le symbole de Saint-Denis dont on parle depuis une semaine, c'est pas rien. C'est-à-dire que il y a quelque chose. Premier tour. Au premier tour, exactement. Mais il y a quelque chose comme, vous savez, je suis désolé d'employer cette expression, mais cette grande question du grand remplacement dont on parle, qui fait maintenant l'objet de toutes les attentions, d'ailleurs autant du côté de Jean-Luc Mélenchon que du côté d'Éric Zemmour, je pense que cette problématique, elle est à l'œuvre, qu'on le veuille ou non, elle l'essaime petit à petit, et c'est évident que David Guiraud à Roubaix a travaillé la chose de cette façon-là, que Saint-Denis a été un laboratoire pour la France Insoumise. C'est évident que Mélenchon a intérêt à ce qu'il y ait de plus en plus de Saint-Denis,
alors que d'autres se révoltent à l'idée qu'il y en a de plus en plus. Mais c'est, à mon avis, le grand clivage de notre temps. On l'a un peu évité en partie au second tour. Il n'empêche, cette fameuse France de demain, ce sera peut-être demain le grand combat qui va commencer. Guilain Benessa, avant de faire un peu de projection pour 2027, nous avons Dominique qui nous appelle du Roussillon. Bonjour Dominique. Oui, D'où nous appelez-vous? C'est grand le Roussillon, c'est grand, c'est beau et c'est grand. Je vous appelle donc du Luberon et je suis... Ah bon, donc c'est pas... Ah non, pardon, c'est péage en Roussillon. Oui, vous confondez, moi je suis dans Non, parce que sur mon écran il y a marqué Roussillon, c'est le nom de votre commune, péage en Roussillon, donc vous êtes dans le Luberon, vous êtes dans le Vaucluse. Vous êtes dans le Vaucluse. Voilà, je vous écoute Dominique. Comment avez-vous vécu ce deuxième tour des municipales? Alors moi je l'ai vécu avec énormément d'enthousiasme parce que j'adore la politique comme beaucoup de Français. Mon constat est un petit peu différent de tout ce que j'entends au niveau commentaire aujourd'hui parce que moi je constate avant tout une chose, c'est que le macronisme n'existe plus du tout. Pire que ça, c'était même le mistigris. Je vais prendre pour exemple mon ancien lieu de vie qui était les Alpes. Vous avez Antoine Armand, ancien ministre macroniste qui a été élu, qui n'a eu de cesse pendant toute sa campagne, écoutez bien, pendant les 2 mois de sa campagne, de clamer haut et fort, et je reprends sa phrase mot pour mot, le prochain qui me dit que je suis un macroniste ou que j'ai été macroniste, je le fous dans le lac. Non mais vous vous rendez compte que quand même un ancien ministre macroniste qu'il a été il y a à peu près un an, est capable aujourd'hui de dire que si on lui rappelle qu'il a été macroniste, on le fout dans le lac. Idem à Chamonix, où un député macroniste s'est présenté, il a fait un score, il s'est fait ratatiner et il n'a eu de cesse pendant toute sa campagne de dire non, moi je n'étais pas macroniste, moi j'étais engagé en politique, j'avais l'étiquette macroniste mais je l'ai quitté, je ne suis plus macroniste. Écoutez, ça démontre une chose, c'est que si on prend ça et que l'on le projette au niveau national, le macronisme est mort. Regardez Rachida Dati qui a eu cette étiquette macroniste aujourd'hui. Elle s'est fait ratatiner parce qu'en fait les gens ont besoin de clarté. Ils ont besoin de savoir qui est de droite, qui est de gauche, qui a un projet de droite, qui a un projet de gauche, et puis qu'on parle des projets, de la vision, quelle va être la stratégie, où on va se trouver dans 5 ans, où on va se trouver dans 10 ans, chose qu'on n'a pas vécue. Vous savez, le en même temps, je finis là-dessus, le en même temps, essayez d'avancer en soulevant en même temps votre jambe droite et votre jambe gauche. Vous n'y arriverez pas, vous ferez du surplace. C'est ce qui nous a été contraint pendant 10 ans. Aujourd'hui, les Français ont besoin d'avancer sur la droite, puis alternativement sur la gauche. Mais le en même temps du macronisme, ça n'est pas possible. Et le en même temps que veut essayer de faire le socialisme, c'est-à-dire en même temps socialiste, mais en même temps extrême gauchiste, ils vont avoir la même punition s'ils continuent. Bien sûr, Dominique, on peut même considérer que le mauvais score ou la non-victoire de Monsieur Aulas est peut-être dû au fait qu'il a souvent à la télévision fait allégeance à Emmanuel Macron. Guilain Benessa, le macronisme, là, alors première étape de notre vision pour 2027, le macronisme, ça y est, c'est la page est tournée, ou il peut encore un petit peu bouger, il peut vivoter à travers d'autres personnalités comme Édouard Philippe ou comme Gabriel Attal, si tant est qu'il soit encore macroniste. Vous savez, en fait, le macronisme, alors Macron est l'inventeur formel du macronisme, naturellement, mais en réalité, le macronisme, c'est une certaine façon de faire la politique depuis les années 80. C'est-à-dire qu'en fait, depuis qu'en grande partie Mitterrand a laissé tomber les grands idéaux socialistes, les a-t-il même eu dans sa vie vraiment? Mais c'est un autre débat. Depuis qu'il s'est rallié à l'économie de marché, 83, mais le virage de la trahison de 83. Exactement, avec la trahison de 83, le tournant de la rigueur, comme on disait alors. Depuis cette période, en réalité, droite et gauche confondues ont exprimé l'idée qu'il n'y avait qu'une grande direction, qui était globalement l'Europe. L'Europe avec l'économie de marché, l'ouverture de la concurrence, le sans-frontiérisme, etc. En fait, je pense que Macron est simplement l'espèce de catalyseur ou de synthèse de ces deux façons de faire, qui étaient en fait la même, hein, la droite européenne et la gauche européenne, on peut dire, qui s'est résolue dans le macronisme. Alors, que le macronisme sorte de l'histoire aujourd'hui en qualité de macronisme, le mot, pourquoi pas, mais je pense très honnêtement qu'Édouard Philippe, c'est simplement Emmanuel Macron avec moins de cheveux, je veux dire, ou avec de l'alopécie, je veux dire, qui transforme un petit peu son visage petit à petit, mais c'est du macronisme repris au goût du jour, et en réalité, sa victoire au Havre confirme qu'à mon avis, il va être le champion du macronisme. Est-ce que le macronisme va sortir de l'histoire aussi vite qu'il est apparu? Je pense que le philippisme, si je puis dire, va être un nouveau macronisme. Mais reste à voir s'il gagnera l'élection, évidemment. Alors justement, est-ce que les résultats d'hier permettent aujourd'hui de faire non pas des projections, j'allais dire statistiques, mais des projections politiques indéniablement, et d'ailleurs il y a même eu des sondages sortis des urnes qui ont été diffusés, notamment sur RTL, annonçant Jordan Bardella. Alors
à 35% face à Édouard Philippe, à 36% face à Gabriel Attal, suivant Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon, quatrième avec 11%. C'est un paysage qui vous semble plausible ou non, cette répartition? Il reste encore plus d'un an. Est-ce que pourtant ça semble se définir comme ça au vu des résultats d'hier soir? Écoutez, il y a 2 semaines, je crois, on en a d'ailleurs parlé tous les deux, il me semble, Perico. Il y a 2 semaines, un sondage donné Jean-Luc Mélenchon. Au deuxième tour. Voilà, mais donné Jean-Luc Mélenchon exactement au deuxième tour. Alors, Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours la même histoire. Actuellement, il est sous-coté dans les sondages et au scrutin, il fait plus. Exactement. Il a toujours eu le sprint final d'un pas allègre, si je puis dire. Donc il monte et il finit à 14, 15, 16, voire plus. Donc Jean-Luc Mélenchon, je l'écarterai jamais d'un second tour. Et je pense qu'il est constamment sous-évalué. Et on pense même que sa stratégie du choc, qui est une stratégie d'un populiste de gauche assumé, d'Ernesto Laclos, de Chantal Mouffe, il le travaille, il l'assume et il le balance à la face du monde. Est-ce que ça marchera? Peut-être. Maintenant, sur la configuration générale. En fait, je resterai extrêmement sceptique quant à l'idée de savoir qui est le deuxième. Je pense que Jordan Bardella, effectivement, les sondages le testent à la même hauteur en quelque sorte que Marine Le Pen. Je resterai un peu mesuré parce que Marine est implantée et si vous lisez, vous savez, Jérôme Fourquet et d'autres, vous vous rendez compte que souvent le RN est un marinisme. C'est-à-dire que les gens ont besoin, en France périphérique, ils attendent Marine Le Pen comme étant la figure qui les représente. Le grand leader. Exactement. C'est Maman Le Pen, j'ai envie de dire d'une certaine manière, pour les classes populaires qui l'attendent. Donc, Jordan au même niveau, je resterai un peu plus mesuré. Et ensuite, le problème, c'est qu'Édouard Philippe va devoir à la fois se projeter, mais conserver une espèce de bilan. Il est le conservateur ou le représentant du macronisme, un peu comme Gabriel Attal. Est-ce que ceux-là parviendront à faire la rupture avec le macronisme tout en le reprenant dans leur compte? Peut-être. Moi, je pense simplement, et je finirai avec ça, Perico, que en fait, la vraie question, ça va être de savoir est-ce que LFI et le RN vont s'auto-annuler en quelque sorte dans une stratégie du choc qui permettra au centre de conserver quelque chose comme un socle attirant, si je peux dire, ou est-ce qu'au contraire, les gens ont ras-le-bol du macronisme à tel point que quelque part, ils vont choisir leur camp de façon définitive. Il y a un trou de souris pour le centre, mais je reste un peu sceptique. On aura l'occasion d'en reparler, Guilla Benessa, je ferai appel à vos services parce que ça va se décanter petit à petit d'ici mai 2027 et on aura. Merci pour ce témoignage en tout cas, à très bientôt.